Je vous donnerai le poste, mais à une seule condition, que vous m'épousiez avant le coucher du soleil. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas enfuie. Elle se tenait au milieu de la cour d'un inconnu. Elle n'avait que 37 $ en poche. La dette de son père décédé pesait sur ses épaules, et il ne lui restait que 2 heures avant que la dernière diligence ne parte sans elle. Et elle a regardé ce cow-boy droit dans les yeux et a dit, « À quelle heure est le coucher du soleil? » Parce que quand on n'a plus rien à perdre, une proposition ridicule cesse de paraître ridicule. Elle commence à ressembler à la seule porte encore ouverte. Et Samantha Ford n'avait jamais de toute sa vie eu peur de franchir une porte. Abonnez-vous et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le portail du ranch de l'Éperon cassé était la chose la plus haute que Samantha Ford avait vue en 3 jours de marche, pas à cheval, à pied, car le cheval qu'elle avait emprunté à sa voisine, Madame Calloway, avait perdu un fer près de Maricopa. Elle avait dû laisser la pauvre bête dans une écurie qu'elle ne pouvait pas payer, avec une promesse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Elle se tenait là, son sac de voyage dans une main. Les lanières étaient ainsi usées qu'elles avaient laissé une ligne rouge sur sa paume, et elle a levé les yeux vers l'arche en bois où étaient gravées les lettres « Éperon cassé ». Et elle pensa, de tous les noms qu'un homme pourrait donner à sa terre, pourquoi l'appeler cassé? Mais elle n'était pas en position de faire la difficile sur les noms. Elle a poussé le portail elle-même. Il a gémi comme s'il n'avait pas été touché depuis un mois. Peut-être que c'était le cas. La cour était large et en terre battue. Il y avait une grange à gauche, un long dortoir à droite et une maison principale droit devant. Elle était plus grande que ce à quoi elle s'attendait. 2 étages, un porche qui faisait la moitié le tour. Sur ce porche, un rocking chair bougeait lentement et régulièrement, même si personne n'y était assis. Le vent, se dit-elle. Juste le vent. Elle était à mi-chemin de la cour quand la porte s'est ouverte. Il n'est pas sorti, il a plutôt rempli l'encadrement de la porte. C'était la seule façon de le décrire. Jake Dawson n'était pas l'homme le plus grand que Samantha ait jamais vu. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir. Les bras le long du corps, les épaules en arrière, le chapeau bas. L'espace autour de lui semblait plus petit. Il la regarda comme les hommes regardent le temps, comme s'il calculait ce que cela pourrait lui coûter. « Je peux vous aider ?» dit-il. 2 mots, c'était tout. Samantha redressa les épaules. Elle avait répété ce qu'elle allait dire sur la route. Elle l'avait répété encore et encore jusqu'à ce que les mots aient creusé des sillons dans son esprit. Elle allait être professionnelle, calme. Elle allait exposer ses qualifications comme son père le lui avait appris. Claire, directe, sans mendier. « Je m'appelle Samantha Ford, dit-elle. Mon père était Robert Ford. Il avait une concession à environ 40 miles à l'est d'ici, près du bassin de la rivière Gila. Il est décédé il y a 6 semaines. Je cherche du travail. Je sais tenir les comptes. Je sais cuisiner. Je sais faire le ménage. Et je peux gérer les comptes d'une maison mieux que la plupart des hommes qui ont le double de mon âge. Je ne demande pas la charité. Je demande un salaire juste en échange d'un travail honnête. » Jake Dawson la regarda un long moment. Puis il regarda son sac de voyage, puis ses bottes, qui avaient connu de meilleurs jours. Puis de nouveau son visage. « Nous n'engageons pas de femmes, dit-il. Vous ne m'avez pas encore engagé, dit-elle. Vous venez à peine de me rencontrer. » Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas un sourire, pas exactement. Plutôt l'ombre d'un sourire passant sur un rocher. Il descendit les marches du porche, 1, 2, 3, et s'arrêta à quelques pas d'elle. De près, elle pouvait voir la ligne où le bord de son chapeau avait brûlé la peau de son front, et la petite cicatrice au coin de sa mâchoire. Et la façon dont ses yeux, qui étaient bleus et très clairs, la regardaient avec une attention qu'elle trouvait à la fois troublante et étrangement stable. « Robert Ford, dit-il lentement, l'homme qui avait la concession près du bassin de la rivière. Oui, j'ai entendu parler de lui. Pas très bien. J'ai entendu dire que c'était un homme respectable. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu, dit-elle. Et elle garda sa voix neutre en le disant, de la même manière qu'on garde un couvercle sur une marmite qui veut déborder. Jake hocha la tête une fois. Qu'est-il arrivé à la concession? Des dettes, dit-elle. Il a emprunté dessus quand le puits s'est asséché il y a 2 ans. Quand il est mort, la banque l'a prise. Il ne restait rien. Elle fit une pause. Il restait 3 $ et 17 cents. C'est tout ce que j'ai.
Elle ne savait pas pourquoi elle lui avait dit ça. Ce n'était pas dans le discours répété. C'est juste sorti dur et honnête, comme la vérité a tendance à le faire quand on est trop fatigué pour l'habiller. Jake resta silencieux un moment qui s'étira plus qu'il n'aurait dû. Un cheval s'ébroua quelque part dans la grange. Quelque part derrière le dortoir, un homme martelait quelque chose. « Je vais vous dire quelque chose franchement, » dit finalement Jake. « J'apprécierais, » dit-elle. Ce ranch fonctionne avec 11 hommes et une cuisinière. La cuisinière s'appelle Martha. Elle est ici depuis 14 ans et elle n'a pas besoin d'aide. Les comptes sont tenus par un homme nommé Calhoun en ville, qui vient 2 fois par mois et les fait en une demi-journée. Et je n'ai jamais eu de femme travaillant sur mes terres de façon permanente. Et je n'ai pas l'intention de commencer. Samantha sentit le sol se dérober sous ses pieds, comme quand ce que vous espériez se révèle être exactement ce que vous craignez. « Je comprends, » dit-elle. Elle ne se baissa pas pour prendre son sac. Pas encore. « Mais, » dit-il, elle leva les yeux. « J'ai une situation. » Il a dit le mot « situation ». De la même manière qu'on dit un mot qui a plus de poids que ses lettres ne le méritent. Comme une porte verrouillée que vous continuez à toucher même si vous savez que vous n'avez pas la clé. « Quel genre de situation ?» demanda-t-elle. Jake se tourna et regarda au-delà de la grange, vers la longue étendue de terre plate qui s'étendait à l'ouest. Elle pouvait voir quelque chose travailler dans sa mâchoire. Une décision prise, défaite et reprise. « Il y a un homme, dit-il, du nom de Harlan Bates. Il essaie de prendre cette terre depuis 3 ans. Il rachète les concessions autour de moi, fait pression sur les fonctionnaires du comté, dépose des papiers pleins de failles, mais qui me coûtent quand même de l'argent à combattre. Et maintenant, il a trouvé un nouvel angle, qui est la loi sur les concessions. Jake dit, selon les statuts actuels, la concession d'un homme célibataire est un statut différent de celle d'un homme marié en ce qui concerne certaines dispositions de succession. Bates a un avocat très créatif. Il soutient que parce que je n'ai pas de femme et pas de femme, pas d'enfant, la concession redevient un statut contesté après une certaine période et peut être contesté par les propriétaires fonciers adjacents. Il fit une pause. Un juge en qui j'ai confiance m'a dit que si j'étais marié, la contestation s'effondrerait. Un couple marié avec une revendication conjointe sur la terre, c'est blindé. Samantha le dévisagea. « Depuis combien de temps savez-vous cela? » 3 semaines. Et vous n'avez pas... Je ne suis pas un homme qui prend une femme à la légère, dit-il. Il le dit avec quelque chose qui était presque de la colère. Je ne suis pas le genre d'homme qui entre dans une église et prononce des mots qu'il ne pense pas. Mais je manque de temps et je manque d'options. Et vous avez franchi ce portail. Voilà. La chose qu'elle avait sentie dans l'air depuis qu'elle avait traversé la cour. Sa forme était plus claire maintenant. Mais elle ne pouvait toujours pas tout à fait croire ce qu'elle entendait. « Vous voulez dire, » commença-t-elle. « Je vous donnerai le poste, dit-il. Plein salaire, 30 $ par mois pour commencer, le gîte et le couvert, et une part légale de cette terre qui vous protégera. Tout comme elle me protège. » Il laissa passer un silence. « Mais seulement si vous acceptez de m'épouser avant le coucher du soleil. » Le martèlement derrière le dortoir cessa. Samantha réalisa qu'elle avait retenu son souffle. Elle le laissa sortir lentement, prudemment, comme on laisse sortir l'air de quelque chose qu'on ne veut pas dégonfler d'un coup. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle. « Je sais que votre père était un homme respectable et que vous êtes ici seul avec 3,17 $ en me disant exactement ce que vous pouvez offrir. C'est plus que ce que la plupart des gens me disent en 1 an. Le mariage, c'est... » commença-t-elle, puis elle s'arrêta. Parce que comment finir cette phrase? Le mariage est une chose sacrée. Le mariage est censé signifier quelque chose. Le mariage n'est pas censé être une transaction commerciale effectuée un mardi après-midi par des inconnus qui se sont rencontrés il y a 11 minutes. Ce n'est pas quelque chose à faire à la légère, finit-elle. J'ai dit la même chose, dit-il. Je le dis toujours. Ce ne serait pas... Je ne vous demande pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ce serait un arrangement légal. Des papiers signés, des noms sur un document. Vous auriez votre propre chambre, votre propre vie sur cette propriété. Je ne demande rien de plus que ce que vous avez offert. Les comptes, la gestion de la maison, toute aide que vous et Martha arrangerez entre vous. Au-delà de ça, vous êtes votre propre personne. Et si je veux partir un jour? Quelque chose en lui se tendit. Elle le vit brièvement dans la posture de ses épaules. Si la situation avec Bates est résolue, et que vous voulez dissoudre le mariage,
Je ne m'y opposerai pas. Je vous demanderai de me donner un délai raisonnable d'abord, 1 an, peut-être 2, mais je ne vous retiendrai pas contre votre volonté. Samantha baissa les yeux sur son sac de voyage. Elle pensa à son père. Elle pensa à la maison où elle avait grandi, appartenant maintenant à la banque, probablement en train d'être dépouillée de tout ce que les mains de sa mère avaient touché. Elle pensa à la route derrière elle, 40 miles, et à la route devant, qui n'avait pas de destination claire au bout. 3,17 $. Le coucher du soleil était dans environ 4 heures. J'ai des conditions, dit-elle. Il ne s'y a pas. Allez-y. Ma propre chambre, mon intimité. Vous frapperez avant d'entrer dans n'importe quel espace que j'occupe. D'accord. Vous ne parlerez pas pour moi en public comme si je n'avais pas de voix. S'il y a des décisions à prendre sur cette propriété qui me concerne, je serai dans la pièce quand elles seront prises. Sa mâchoire se serra légèrement, mais il hocha la tête. D'accord. Et si jamais vous levez la main sur moi? Je ne le ferai pas, dit-il. Il n'y eut aucune hésitation, aucun traitement de la question, juste les 2 mots, plats et définitifs, comme quelque chose cloué dans le bois. Elle le regarda un long moment. D'après son expérience, les hommes qui disaient « je ne le ferai pas » si vite, soit le pensaient absolument, soit mentaient comme des arracheurs de dents. Et on ne pouvait pas toujours savoir lequel jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la comédie. Il y avait quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la honte. La honte d'un homme qui déteste le fait qu'une femme doive poser cette question. « D'accord, dit-elle. » Il expira à peine, juste une fraction, comme s'il avait été plus incertain de sa réponse qu'il ne l'avait laissé paraître. « Nous devrons aller en ville, dit-il. Le juge Wilson, il peut le faire rapidement. » « Sait-il ce qu'il ferait? » demanda-t-elle. « Les circonstances. Il posera des questions. Laissez-moi répondre aux questions légales. Tout ce qui vous concerne, c'est à vous de le dire ou de ne pas le dire, comme vous le souhaitez. » Elle hocha la tête, puis, parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, « Pourquoi moi? Vous auriez pu aller en ville, trouver quelqu'un. »« J'ai été en ville, dit-il. Les gens parlent en ville. La nouvelle parvient à Bates plus vite qu'un télégramme. J'avais besoin de quelqu'un qui arrive de l'extérieur de la situation locale. Quelqu'un qui ne pouvait pas être retracé à un arrangement avec qui que ce soit ici. » Il la regarda fixement. « Vous êtes arrivé au moment parfait ou au mauvais, dit-elle. Ça dépendra de comment ça se termine, dit-il. Il se retourna vers la maison. « Je vais chercher mon bon chapeau. Calhoun est en ville aujourd'hui. Je lui ferai rédiger un contrat de travail distinct du certificat de mariage pour que les termes soient sur papier et que vous en ayez une copie. Soyez prête dans 15 minutes. » Samantha resta dans la cour et le regarda rentrer. Puis elle s'assit sur son sac de voyage, là, dans de la poussière, parce que ses jambes avaient décidé qu'elles en avaient assez de la porter pour 1 minute. Elle s'assit, respira et pensa « À quoi viens-je de consentir? » Mais sous cette passion, plus silencieuse et plus têtue, il y en avait une autre. Quel choix avais-je? Et même en dessous de ça, si profondément qu'elle faillit ne pas l'entendre. Et si c'était ça qui allait me sauver? Elle se releva, épousseta l'arrière de sa jupe, ramassa son sac. 15 minutes. Elle pouvait être prête en 15 minutes. Martha apparut sur le côté de la maison. Une femme petite et large, aux cheveux grisonnants et à l'expression qui suggérait qu'elle avait vu beaucoup de choses aller et venir dans cette cour et qu'elle avait appris à réserver son jugement. « C'est vous qui l'emmène chez Wilson, » dit Martha. « Il semblerait, » dit Samantha. Martha la regarda de haut en bas avec l'évaluation lente et approfondie d'une femme qui a passé des décennies à lire la capacité des gens à causer des ennuis. « Savez-vous faire des biscuits? » Samantha cligna des yeux. « Oui. »« Bien, » dit Martha. « La dernière fille qui est passée par ici ne savait pas faire de biscuits, et ce fut une catastrophe pour tout le monde. » Elle se retourna et repartit par le côté de la maison. Samantha la regarda s'éloigner. Puis, malgré tout, le deuil, la terreur, l'étrangeté absolue de l'après-midi, elle sentit quelque chose qui était presque un rire lui traverser la poitrine. Pas tout à fait un rire, mais l'ombre d'un rire. Elle s'accrochait encore à cette ombre quand Jake ressortit avec son bon chapeau. Le trajet jusqu'à la ville fut principalement silencieux. Le cheval de Jake était un hongre alezan nommé Compass,
Et il avait scellé une jument baie pour Samantha sans lui demander si elle savait monter. Elle savait. Elle montait à cheval depuis l'âge de 5 ans, ce qui était l'une des 20 choses qu'elle n'avait pas eu le temps de mentionner dans sa liste de qualifications à la porte. Ils étaient à 10 minutes de la ville quand Jake parla. « Vous devriez savoir, dit-il, qu'il y a des histoires sur moi. » Elle garda les yeux sur la route. Quel genre d'histoire? Le genre qui voyage plus vite que les faits, sur mon passé, sur des choses qui se sont passées avant que je vienne en Arizona. Il fit une pause. Je ne vais pas vous dire maintenant que rien de tout cela n'est vrai. Une partie a une part de vérité. Mais je veux que vous l'entendiez de ma bouche avant de l'entendre de quelqu'un en ville, parce que vous l'entendrez. Samantha réfléchit. Quelle est la pire? Que j'ai tué un homme, dit-il. La route s'étendait devant eux, sèche et vide. L'avez-vous fait? Demanda-t-elle. Oui, dit-il, et elle respira. Était-ce juste ou faux? Demanda-t-elle. Il resta silencieux un moment. Je me pose cette question depuis de 9 ans, dit-il. Je ne l'ai pas résolue. Alors je suspendrai mon jugement, dit-elle. Il la regarda de côté. Quelque chose dans son expression changea. Pas tout à fait de la surprise, mais presque. Comme un homme qui s'attendait à ce qu'une porte claque et qui la voit s'ouvrir à la place. La plupart des gens ne disent pas ça, dit-il. La plupart des gens n'acceptent pas d'épouser un inconnu avant le coucher du soleil, dit-elle. Je suis déjà un cas à part. Il hocha lentement la tête. Alors, c'est juste. Le bureau du juge Wilson était à l'arrière du palais de justice, derrière une porte qui disait « Juge de paix », en lettres qui avaient été dorées et étaient maintenant d'un brun fatigué. C'était un petit homme, Wilson, avec des lunettes en fil de fer et le genre de plissement permanent des yeux qui vient de la lecture de trop de documents à la mauvaise lumière. Il regarda Jake. Il regarda Samantha. Il regarda de nouveau Jake. « Jacob, dit-il. « Randall, dit Jake. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Si vous pensez que ce sont deux personnes qui ont besoin d'un certificat de mariage, alors oui. » Wilson enleva ses lunettes, les essuya lentement sur sa chemise, les remit. « Je vous connais depuis 8 ans, Jacob. Je ne vous ai jamais vu approcher de cette marche du palais de justice avec une femme, et encore moins. » Il fit un geste vague vers Samantha. « C'est Samantha Ford, dit Jake, la fille de Robert Ford du bassin de la rivière Gila. » Quelque chose dans l'expression de Wilson s'adoucit. « Je connaissais votre père, dit-il en s'adressant à elle. Il est venu me voir 2 fois pour la situation des droits sur l'eau avant que le puits ne s'assèche. Je suis désolé pour votre perte. »« Merci, dit Samantha. »« Et vous voulez ça? » dit Wilson. « Tous les deux, librement et sans. »« Nous voulons ça, dit Samantha. » Wilson la regarda un long moment avec les yeux d'un homme qui a mené assez d'affaires humaines pour savoir que la vie procède rarement en ligne droite. Puis, il soupira le soupir d'un homme qui a décidé que certaines choses ne le regardaient pas. « Calhoun est dans la pièce voisine, dit-il à Jake. Je suppose que vous voulez que les papiers soient rédigés en conséquence. »« Il sait ce qu'il faut, dit Jake. 15 minutes plus tard, Samantha Ford signa son nom sur un certificat d'un mariage, un document de copropriété et un contrat de travail distinct dans cet ordre. Jake Dawson signa les mêmes. Le juge Wilson apposa son sceau sur le papier. Calhoun, qui avait le visage d'un homme qui avait tout entendu et n'en avait rien retenu, authentifia sans commentaire. Et juste comme ça, c'était fait. Ils sortirent du palais de justice dans la lumière de fin d'après-midi. Le soleil était bas et brûlait de cuivre sur les bords, peut-être à 1 heure au-dessus de l'horizon. Mariés avant le coucher du soleil, comme promis. Samantha se tenait sur les marches du palais de justice avec sa copie des documents roulée dans sa main, et elle pensa. C'est soit la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite, soit la plus insensée, peut-être les deux. Elle avait entendu dire que le courage et la folie n'étaient que la même route avec des panneaux différents au départ. Jake se tenait à côté d'elle, regardant la rue principale de la ville. Le saloon, le magasin général, l'écurie, les silhouettes éparses des gens vacants à leurs occupations de fin d'après-midi. « Nous devrions rentrer, dit-il, avant la nuit. »« Oui, dit-elle. » Ils marchèrent jusqu'à l'endroit où les chevaux étaient attachés. Avant de monter, Samantha s'arrêta. « Jake, dit-elle, il la regarda. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle. Je ne fais pas les choses à la moitié. Si j'ai accepté ça, j'ai accepté. Je ne vous saperai pas devant vos hommes. Je ne rendrai pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Mais j'attends la même chose. » Il soutint son regard.
Vous l'aurez, dit-il. Elle mit son pied dans l'étrier et se hissa en selle avec le mouvement facile d'une femme qui l'avait fait toute sa vie. Jake monta à côté d'elle. Ils tournèrent les chevaux vers l'est, vers l'éperon caissé, vers le soleil couchant dans leur dos, vers le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait planifié ou choisi, sauf par l'étrange et impitoyable logique du désespoir. Et quelque part à 40 miles de là, un homme nommé Harlan Bates était assis dans un fauteuil en cuir. Enfin, son homme, lisant un rapport qui lui disait que Jake Dawson était toujours célibataire, toujours vulnérable, toujours à un dépôt légal de perdre tout ce qu'il avait construit. Il ne savait pas encore que l'histoire avait déjà changé. Il l'apprendrait assez tôt. Et quand il le ferait, Samantha Ford, Samantha Dawson maintenant, bien que le nom ressemble encore à un manteau emprunté, serait debout en plein milieu de tout ça. La première nuit à l'éperon cassé, Samantha ne dormit pas. Elle était allongée dans le lit étroit de la chambre que Jake lui avait montré. Deuxième porte à gauche en haut des escaliers, simple et dépouillée. Une table de toilette, une fenêtre et une courte pointe qui sentait le cèdre. Et elle fixait le plafond et écoutait le ranch s'installer autour d'elle. Le craquement du plancher, le bruit lointain des chevaux bougeant dans la grange, le vent contre la vitre de la fenêtre. Et une fois, vers minuit, le bruit de bottes sur le plancher en dessous d'elle, lent et délibéré, traversant la cuisine, s'arrêtant, puis s'immobilisant. Elle se dit que ce n'était rien. Elle se dit qu'elle était en sécurité. Elle n'était sûre de croire ni l'un ni l'autre. Au moment où la première lumière grise traversa la fenêtre, elle avait pris une décision. Quelle que soit la peur qu'elle avait portée en franchissant ce portail hier, elle n'allait pas la laisser paraître. Pas aux hommes du dortoir qui l'avaient vue arriver avec une curiosité à peine déguisée. Pas à Martha, à Martha, qui se faisait déjà sa propre opinion. Et certainement pas à Jake Dawson, qui avait pris un très gros pari sur une femme qu'il ne connaissait pas. Ce qui signifiait qu'elle avait pris le même pari sur un homme qu'elle ne connaissait pas. Et la seule façon de gagner un tel pari était d'agir comme si on savait exactement ce qu'on faisait. Elle se lava le visage. Elle mit sa deuxième robe plus propre, moins usée à l'ourlet. Elle tressa ses cheveux avec l'efficacité rapide d'une femme qui l'avait fait 10 000 fois sans miroir. Et elle descendit dans la cuisine à 5h45 du matin et trouva Martha déjà au fourneau. Martha la regarda, puis l'horloge sur le mur. « Vous êtes en avance, dit Martha. « Je suis toujours en avance, dit Samantha. « De quoi avez-vous besoin? » Martha l'étudia avec ses yeux lents et scrutateurs. Puis elle lui tendit un bol et désigna du menton le sac de farine sur le comptoir. « Des biscuits, dit-elle. Samantha fit les biscuits. Elle les fit comme sa mère le lui avait appris, avec du beurre froid travaillé rapidement dans la farine pour que ses mains ne le réchauffent pas. Et juste assez de beurre pour lier le tout sans trop travailler la pâte. Elle les mit au four en 8 minutes chrono. Martha regardait du coin de l'œil sans avoir l'air de regarder du tout. Quand les biscuits sortirent, Doris, haut, parfaitement fendu au milieu, Martha en prit un, le cassa et regarda l'intérieur avec l'attention critique d'une femme qui prend les biscuits au sérieux. « C'est votre mère qui vous a appris? » dit Martha. « Oui, dit Samantha. Elle est encore en vie? » « Non, elle est décédée quand j'avais 11 ans. » Martha posa le biscuit. « Je suis désolée, dit-elle, et elle le dit avec la franchise simple d'une femme qui pense ce qu'elle dit et ne dit que ce qu'elle pense. Vous lui avez fait honneur. C'était une si petite chose, 4 mots, mais quelque chose dans la poitrine de Samantha se desserra légèrement, comme le premier fil tiré d'un nœud. « Merci, dit-elle. » Les hommes arrivèrent pour le petit déjeuner à 6 heures. Ils étaient 11, comme l'avait dit Jake, allant d'un garçon qui ne pouvait pas avoir plus de 17 ans à un homme de main burinée nommé Dub. Un des hommes, un homme maigre aux traits fins nommé Cord, leva les yeux de son assiette. « Madame Dawson, » répéta-t-il, et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Pas impoli, pas exactement, plutôt comme un test. « C'est exact, » dit Samantha le regardant droit dans les yeux. « Et vous êtes? » Un temps de silence. « Cord Hicks, dit-il. »« Monsieur Hicks, dit-elle, êtes-vous responsable du registre des dépenses que j'ai trouvé sur le bureau dans le bureau, ou appartient-il à quelqu'un d'autre? » Cord cligna des yeux. Ce serait Calhoun. « Le travail de Calhoun est bon pour les comptes externes, dit-elle, mais il n'y a aucune trace de ce qui a été dépensé en nourriture pour le bétail, en frais de maréchal Ferrand,
ou en réparation d'équipement pour les 4 derniers mois. Soit les registres existent quelque part où je ne les ai pas trouvés, soit ils n'existent pas du tout. Lequel est-ce? La table était silencieuse. Même le jeune de 17 ans avait arrêté de mâcher. Cord regarda Jake. Jake regarda Samantha avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement lire. Quelque chose entre la surprise et peut-être l'approbation. Les reçus pour la nourriture sont dans une boîte dans la grange, dit lentement Jake. Dub les garde. Dub, à l'autre bout de la table, leva la main à moitié comme un écolier. Oui, madame, je les ai. J'en aurais besoin ce matin, dit Samantha, après le petit déjeuner. Oui, madame, dit à nouveau Dub, et il retourna à sa nourriture. Cord ne dit plus rien, mais elle sentit ses yeux sur elle pour le reste du repas, et ils étaient plus vifs maintenant, plus prudents. C'était bien. Elle préférait être observée attentivement plutôt que d'être complètement ignorée. Jake repoussa sa chaise quand il eut fini de manger et dit sans regarder personne en particulier. « Je serai dans le pâturage nord jusqu'à midi. » Il prit son chapeau sur le crochet près de la porte. Puis il s'arrêta, se tourna à moitié et dit spécifiquement à Samantha, « Il y a une pièce à côté du bureau. Je l'ai laissé déverrouiller. Les comptes complets sont là-dedans. » « Merci, dit-elle. Il hocha la tête une fois et sortit. Les hommes sortirent après lui, et bientôt, il ne resta plus que Samantha et Martha dans la cuisine, le cliquetis de la vaisselle et l'odeur des biscuits et du café flottant dans l'air entre elles. « Vous avez bien géré ça, dit Martha, sans lever les yeux du lavabo. « Cord, vous voulez dire? »« Cord n'est pas le problème, dit Martha. Cord ne fait que parler. C'est celui qui n'a rien dit que vous devriez surveiller. » Samantha s'arrêta d'empiler les assiettes. « Lequel était-ce? » Martha la regarda enfin. Celui assis à 2 sièges de l'extrémité gauche, foulard rouge, n'a pas beaucoup mangé, ne vous a pas regardé une seule fois. Samantha réfléchit. Elle l'avait remarqué. Visage mince, la trentaine, avec le genre d'immobilité qui ne semblait pas calme mais plutôt contenu. Elle n'avait pas retenu son nom. « Qui est-ce? » dit-elle. « Il s'appelle Fletcher, » dit Martha. « Il est ici depuis environ 8 mois. Il est venu avec une recommandation d'un homme de Benson en qui je n'ai pas confiance. » Elle rinça une tasse. « Je l'ai dit à Jake. Jake dit que c'est un bon travailleur. Mais vous n'êtes pas d'accord. » Martha tourna la tasse dans ses mains. « Je pense que le bon travail et les bonnes intentions sont 2 choses différentes, dit-elle. Et j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les gens qui vous montrent l'un cachent parfois l'autre. » Samantha garda cette pensée comme une pierre dans sa paume, sentant son poids, et la rangea. Elle trouva la salle des comptes exactement où Jake avait dit qu'elle serait. C'était un petit espace sans fenêtre, bordé d'étagères et de boîtes, et l'état des registres était, pour être charitable, chaotique. Les registres externes de Calhoun étaient méticuleux. Tout le reste était un désastre. Les coûts de l'alimentation griffonnés au dos d'enveloppe. Les achats d'équipements notés sur des feuilles volantes fourrées dans une boîte à café. 2 années complètes de reçus de Maréchal Ferrand regroupés avec un bout de ficelle et poussés derrière une boîte de boucles de rechange. Elle s'assit et commença à trier. Elle travailla toute la matinée sans s'arrêter, mettant de l'ordre dans le chaos comme son père le lui avait appris. Chaque chiffre à sa place, chaque dépense retracée à sa date et à sa source. L'image qui en ressortit n'était pas alarmante, mais elle était plus serrée qu'elle n'aurait dû l'être. Le ranch était rentable, mais à peine. 3 ans de frais juridiques pour combattre Harlan Bates avaient profondément entamé les réserves. Si les contestations continuaient pendant une autre année au même rythme, l'éperon cassé commencerait à vendre des actifs pour rester solvable. Elle était encore au bureau quand Jake entra à midi, sentant les chevaux et le travail, et s'arrêta net à la vue d'elle, entourée de piles de papier organisées. « Vous avez été ici toute la matinée, dit-il. »« Oui, dit-elle. Venez voir ça. » Il s'approcha et se tint derrière elle, et elle lui expliqua ce qu'elle avait trouvé. Les chiffres, les schémas, les 3 catégories spécifiques de dépenses qui saignèrent le ranch sans apparaître dans aucun résumé formel. Il resta silencieux pendant qu'elle parlait, de la manière dont les hommes sont silencieux lorsqu'ils absorbent quelque chose qu'ils ne veulent pas entièrement entendre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. « À quel point est-ce grave? » dit-il. « Pas catastrophique, dit-elle. Mais si Bates dépose à nouveau cette année et que vous devez retourner au tribunal, vous ferez des choix difficiles au printemps. » Elle fit une pause.
Sauf si vous me laissez restructurer l'achat de la nourriture. Vous payez 30% de plus que nécessaire parce que vous achetez en petite lot auprès de deux fournisseurs différents alors qu'un seul arrangement en gros suffirait. Faites-le, dit-il. Elle leva les yeux. Juste comme ça. Vous savez clairement ce que vous faites, dit-il. Juste comme ça. Quelque chose la traversa, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom immédiat. Ce n'était pas tout à fait de la gratitude. C'était plutôt la sensation de terre ferme sous ses pieds, après avoir longtemps marché sur des surfaces incertaines. Il y a autre chose, dit-elle. Il s'assit sur la chaise en face du bureau. Dites-moi. Un de vos hommes, dit-elle prudemment. Fletcher. L'expression de Jake ne changea pas, mais quelque chose en lui s'immobilisa d'une manière qu'elle commençait à reconnaître. Quoi à son sujet? Martha ne lui fait pas confiance, et elle m'a dit qu'il est venu avec une recommandation de quelqu'un en qui elle n'a pas confiance non plus. Elle vous a dit ça. Elle l'a fait, dit-il. Et Fletcher est le meilleur homme que j'ai avec les chevaux, dit Jake. Il connaît le bétail, il n'a jamais manqué une journée de travail, et je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit, sauf l'instinct de Martha. L'instinct de Martha, dit Samantha d'une voix égale, l'a maintenu en vie et employé pendant une soixantaine d'années dans des conditions que j'imagine souvent difficiles. Je prends cet instinct au sérieux. Jake la regarda. Il y avait quelque chose dans son expression qui n'était ni tout à fait de la friction, ni tout à fait du respect. C'était l'espace compliqué entre les deux, où les gens habitués à décider seuls rencontrent pour la première fois quelqu'un qui est aussi habitué à décider. Je le surveillerai de plus près, dit-il finalement. C'était une concession partielle. Elle décida que c'était suffisant pour l'instant. Elle était sur le point de fermer le registre quand elle l'entendit. Des voix à l'extérieur de la fenêtre du bureau. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais elle reconnut le registre. Bas, urgent, la cadence d'une conversation qui ne voulait pas être entendue. Elle regarda Jake. Il l'avait entendu aussi. Il traversa la pièce en 3 pas et regarda dehors. Sa mâchoire se serra d'une manière qu'elle avait déjà appris à lire comme une colère contrôlée. Cord, dit-il doucement, est quelqu'un que je ne reconnais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Ça veut dire, dit-il, que quelqu'un en ville avait un cheval plus rapide que ce que je pensais. Il se dirigea vers la porte. Samantha se leva sans y penser et le suivit. Il lui jeta un regard en arrière, et elle s'attendait à ce qu'il lui dise de rester, mais il ne le fit pas. Il hocha simplement la tête brièvement et continua d'avancer. L'homme avec Cord était large d'épaules et bien habillé, de la manière dont les hommes sont bien habillés quand ils veulent que vous compreniez qu'ils peuvent se le permettre. Il avait un sourire très large et très vide, et il le portait encore quand Jake sortit et qu'il remarqua l'expression de Jake. « Monsieur Dawson, dit l'homme agréablement. Je m'appelle Carroll, je travaille pour Monsieur Bates. Je sais pour qui vous travaillez, dit Jake. Le sourire de Carroll ne faiblit pas. Monsieur Bates m'a demandé de vous présenter ses félicitations pour votre récent mariage. Il a appris la nouvelle ce matin et voulait... Il l'a appris ce matin, répéta Jake. La cérémonie a eu lieu hier soir. Monsieur Bates a beaucoup d'amis en ville, dit Carroll doucement. Samantha se tenait à 2 pas derrière Jake et elle sentit l'information atterrir dans sa poitrine comme une pierre lancée. Bates avait quelqu'un en ville qui lui donnait des informations en temps quasi réel, ce qui signifiait que l'avantage que le mariage était censé créer avait été réduit à une question d'heure. « Dites-lui merci, dit Jake, et dites-lui que sa contestation légale échouera sur le fond, comme les 3 dernières. » « Bien sûr, dit Carroll. Je suis sûr que M. Bates vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. » Ses yeux passèrent de Jake à Samantha, délibérément, lentement, de la manière dont un homme regarde quelque chose qu'il essaye d'évaluer. « Madame Dawson, bienvenue sur le territoire. » Samantha le regarda avec l'expression la plus agréable qu'elle puisse fabriquer. « Merci, dit-elle. Je me sens déjà tout à fait chez moi. » Quelque chose vacilla derrière les yeux de Carroll, une recalibration, puis de nouveau le grand sourire vide. « Je transmettrai vos salutations, dit-il. » Il toucha son chapeau, se retourna, monta sur son cheval et quitta la cour à un rythme tranquille, qui était sa propre forme de menace. La tranquillité d'un homme qui n'a pas peur parce qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Cord le regarda partir. Puis il se retourna et croisa le regard de Jake d'une intensité qui fit légèrement reculer le jeune homme. « Comment a-t-il trouvé le portail? » dit Jake. «
Il est arrivé et a demandé à parler au propriétaire, dit Cord. Je ne savais pas qui c'était. Vous n'avez pas demandé. Il avait l'air d'un... Il était habillé comme un homme d'affaires. Je pensais, tous ceux que Bates envoie sont habillés comme des hommes d'affaires, dit Jake. Sa voix était contrôlée, mais le contrôle lui-même était de l'avertissement. Chaque personne qu'il envoie est habillée comme quelqu'un qui a une raison parfaitement raisonnable d'être ici. C'est le but. Il soutint le regard de Cord un instant de plus. La prochaine fois, venez me chercher d'abord. Oui, monsieur, dit Cord. Jake se retourna vers la maison. Samantha marcha à ses côtés. Comment ont-ils su si vite? Dit-elle doucement quand ils furent hors de portée de voix. Quelqu'un au palais de justice, dit Jake, ou dans la rue quand nous sommes arrivés, ou quelqu'un qui nous a vus au bureau de Wilson. Bates a eu 3 ans pour construire un réseau dans ce comté. Il s'arrêta sur les marches du porche. Je savais que le mariage se saurait vite. Je pensais juste que nous aurions au moins une journée. Donc, nous n'avons aucune marge, dit-elle. Nous avons les papiers, dit-il. Le certificat, le dépôt de copropriété, c'est réel et c'est enregistré. Et l'avocat de Bates peut le tordre dans tous les sens, mais la loi est la loi. Il la regarda. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Maintenant que Bates le sait, il aura des gens qui surveilleront cet endroit, qui nous surveilleront en ville, qui surveilleront chaque interaction. Il y aura des questions. Les gens essaieront de déterminer si le mariage est réel. Samantha comprit immédiatement. Ce qui signifie qu'ils chercheront des preuves que ce n'est pas le cas. Oui, dit-il, quel genre de preuves? Le genre qui vient des gens qui nous connaissent, des habitudes séparées, des apparitions séparées en ville, la façon dont nous nous parlons en public. Il fit une pause et elle vit combien il lui en coûtait de dire la chose suivante. Cet homme qui lui avait dit il n'y a pas 12 heures qu'elle aurait sa propre vie, son propre espace, sa propre intimité. Nous devrons peut-être, en public du moins, nous présenter de manière plus convaincante. Samantha pensa aux yeux évaluateurs de Carol. Elle pensa au réseau que Bates avait apparemment passé 3 ans à construire. « Vous voulez dire que nous devons avoir l'air d'un vrai couple marié? » dit-elle. « Je sais ce que j'ai dit hier, » dit-il immédiatement. « Ce serait... Rien de réel ne serait... » « Je comprends, » dit-elle. « Je n'ai pas peur de jouer un rôle, Jake. J'ai grandi dans une maison où la survie l'exigeait plus souvent qu'à son tour. » Elle croisa son regard. « Ce dont j'ai besoin de votre part, c'est de l'honnêteté. Dites-moi ce qui s'en vient. Dites-moi ce que vous savez, et je me tiendrai là où vous avez besoin que je me tienne. Mais pas de surprise, pas d'informations retenues parce que vous pensez que je ne peux pas les gérer. » Il soutint son regard un long moment. « Marché conclu, dit-il. Alors nous avons un marché, dit-elle à nouveau. Et c'est à ce moment-là que Martha appela de la fenêtre de la cuisine qu'un cavalier arrivait de l'Est. Et à en juger par le cheval, ce n'était personne qui travaillait pour les perrons cassés. Jake se tourna et regarda la route. Samantha se tourna et regarda Jake. Et quelque part à l'Est, le prochain coup de Arlen Bates arrivait déjà, avant même qu'il n'ait fini de compter le coup du dernier. Le cavalier de l'Est était une femme. C'était la première surprise. La deuxième, c'est qu'elle chevauchait comme si chaque centimètre de terrain entre elle et le portail lui appartenait. Et la troisième, celle qui frappa Samantha quelque part sous les côtes, c'est que Jake devint très immobile en la voyant. Pas l'immobilité d'un homme qui ne reconnaît pas quelqu'un. L'immobilité d'un homme qui reconnaît quelqu'un qu'il n'était pas préparé à voir. « Qui est-ce » dit Samantha. Jake ne répondit pas immédiatement, ce qui était en soi une réponse. Martha, toujours à la fenêtre de la cuisine, dit d'une voix si plate qu'on aurait pu l'utiliser pour repasser. « C'est Claire Aldridge. » Le nom ne signifiait rien pour Samantha, mais la façon dont Martha le dit, la neutralité prudente et délibérée d'une femme choisissant chaque mot, fit se hérisser les poils sur sa nuque. « Et qui est Claire Aldridge? » demanda Samantha. Martha la regarda directement pour la première fois depuis la fenêtre. « La femme que Jake était censé épouser, dit-elle. Il y a 3 ans. La cour était très silencieuse. Jake dit à voix basse, « Martha, elle allait le découvrir, » dit Martha sans s'excuser, et elle retourna à l'intérieur. Claire Aldridge descendit de cheval à la porte avec l'aisance fluide d'une femme qui avait monté toute sa vie et le savait. Elle était brune, avec le genre de beauté composée et régulière qui semble presque sans effort, jusqu'à ce que vous compreniez combien de travail il faut pour la rendre ainsi. Elle portait une veste de voyage trop belle pour la campagne et une expression qui, avec un effort visible,
était maintenue agréable. Elle regarda Jake, puis ses yeux se posèrent sur Samantha et là, juste une fraction de seconde, il y eut quelque chose de trop contrôlé pour être de la jalousie et de trop vif pour être autre chose. Jake, dit-elle. Sa voix était chaude et douce et Samantha reconnut la qualité particulière d'une voix entraînée à ne rien laisser paraître. Claire, dit-il, c'est inattendu. J'étais à Tucson, dit-elle facilement. J'ai entendu, enfin, tout le comté a entendu ce matin. Je voulais venir vous présenter mes félicitations en personne. Ses yeux se posèrent de nouveau sur Samantha. Vous devez être Samantha. C'est moi, dit Samantha. Elle tendit la main. Samantha Dawson. Le nom sortit plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Claire lui serra la main avec la fermeté appropriée d'une femme qui comprenait le langage des poignées de main. La fille de Robert Ford, dit Claire. Je connaissais un peu votre père. C'était un homme bon. Merci, dit Samantha. Tout le monde semble l'avoir connu. C'est un réconfort. Pendant un moment, ils se tinrent tous les trois dans la cour, et dans la tension particulière d'un triangle que personne n'avait reconnu et que personne n'allait reconnaître. Du moins pas à voix haute. Du moins pas aujourd'hui. Pouvons-nous vous offrir quelque chose? Dit Samantha. Un café ou... Je ne peux pas rester, dit Claire. Elle regarda de nouveau Jake, et cette fois, l'amabilité glissa légèrement. Juste assez. Je voulais juste dire en personne que je ne vous en veux pas, que ce qui s'est passé entre nous, c'était il y a longtemps et que j'ai fait la paix avec ça. Elle fit une pause. Et je voulais le dire pendant qu'elle était là pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Jake la regarda un long moment. J'apprécie, dit-il puis prudemment. Comment va votre père? Il va bien, dit-elle. Il travaille avec des investisseurs du Texas sur un projet de développement foncier. Une petite pause. Le nom de M. Bates a été mentionné, je crois. Le silence qui suivit fut d'un autre genre. Samantha regarda le visage de Jake et le vit traiter l'information, les implications s'empilant rapidement et nettement derrière ses yeux. Le père de Claire, Bates, l'argent du Texas, le développement foncier. Tout était maintenant connecté dans une configuration qui n'existait pas ce matin. « Je vois, » dit Jake. « Je pensais que vous voudriez peut-être le savoir, » dit Claire. Sa voix était plus douce maintenant, pas chaude, pas exactement, mais honnête d'une manière presque douloureuse à voir. L'honnêteté d'une femme livrant une information qu'elle sait lui coûtera quelque chose. Quoi que soit la vérité, je ne veux pas voir ce ranch détruit. Elle regarda brièvement Samantha. Ni l'un ni l'autre. Elle monta sur son cheval sans aide et repartit par le portail avec la même précision tranquille qu'à son arrivée. Jake la regarda partir. Samantha le regarda la regarder les partir. « Dites-moi, » dit Samantha. Il se tourna. « Que voulez-vous savoir? »« Tout ce que vous n'avez pas dit il y a 3 secondes, » dit-elle. En commençant par pourquoi le fait que le père de Claire Aldridge travaille avec Bates est assez significatif pour mettre cette expression sur votre visage. Jake se frotta la nuque, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme son tic, la chose qu'il faisait quand il décidait de ce qu'il allait dire. Elle l'avait appris en moins de 2 jours. C'était soit un signe de son expressivité réelle sous sa surface contrôlée, soit un signe de l'attention qu'elle lui portait. Probablement les deux. « Richard Aldridge possède la plus grande parcelle adjacente à l'Éperon cassé, dit-il. Au nord, 4300 acres. Si Bates obtient mes terres et celles d'Aldridge ensemble, s'il peut les mettre bout à bout, il contrôle tout l'accès à l'eau pour cette section de la vallée. » Il la regarda fixement. Chaque petit ranch entré ici et la rivière serait à sa merci. Samantha respira. « Et Claire est venue ici pour vous dire ça. »« Elle est venue ici pour me dire ça, » dit-il puis, quoi qu'elle soit venue faire d'autre. Samantha décida de laisser cette dernière phrase de côté pour l'instant. Il y aurait du temps pour l'histoire complète de Claire Aldridge. Pour l'instant, ce qui comptait, c'était la forme de ce à quoi ils étaient confrontés. Donc, le mariage seul ne suffit pas, dit-elle. Il bloque une voie d'attaque, dit-il. Mais si Bates a la coopération d'Aldridge, il n'a plus besoin de l'angle de la loi sur les concessions. Il a d'autres options. Quelles options? Des revendications de servitude, des litiges sur les droits d'eau. Il pourrait demander que la limite de la propriété soit réarpentée en utilisant un arpenteur qu'il contrôle. Chacune de ces choses, même si elle échoue finalement, coûte du temps et de l'argent que nous n'avons pas. Il s'arrêta.
Et maintenant, je sais qu'il a eu des mois pour planifier ça pendant que j'étais concentré sur la mauvaise menace. Alors nous devons savoir exactement ce qu'il prépare avant qu'il ne dépose, dit Samantha. Pas deviner, savoir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Aldridge a-t-il quelqu'un qui travaille pour lui et qui serait prêt à parler? Pas à le trahir, juste quelqu'un qui est mécontent, quelqu'un qui est au ranch depuis longtemps et qui n'aime pas la direction que prennent les choses. Jake la regarda avec une expression qu'elle n'avait pas encore vue de sa part. C'était quelque part entre une attention vive et quelque chose qui, dans un autre contexte, aurait pu être de l'admiration. Le contremaître de Richard, dit-il lentement, un homme nommé Pasco. Il est avec Aldridge depuis 20 ans. Ce n'est pas le genre à colporter des ragots, mais... Il s'arrêta. Il est venu me voir il y a 6 mois, discrètement. Il m'a dit qu'il pensait que Richard fréquentait les mauvaises personnes. Je l'ai remercié et j'ai laissé tomber parce que je ne savais pas quoi en faire. Vous devriez lui reparler, dit Samantha. Bientôt. Si Bates découvre que je... Alors soyez prudent, dit-elle. Mais vous avez plus besoin d'informations que de prudence en ce moment. Jake la fixa un moment. Puis il dit, avez-vous toujours été comme ça? Comme quoi? Comme quelqu'un qui voit les tournants avant que les autres ne sachent qu'il y a un tournant? Elle soutint son regard. Mon père a passé les 2 dernières années de sa vie à regarder tout ce qu'il avait construit être démantelé pièce par pièce parce qu'il n'a pas vu les tournants, dit-elle doucement. J'ai prêté attention. Quelque chose traversa son visage. Pas de la pitié, ce qu'elle aurait mal pris, mais de la reconnaissance. La reconnaissance d'une personne qui a aussi perdu des choses et qui s'est aussi promis de ne plus rien perdre. D'accord, dit-il. J'irai à la limite nord d'Aldridge demain et je verrai si Pasco vient vérifier la clôture. Il le fait la plupart des matins. Il la regarda. Restez près de la maison demain. Pourquoi? Parce que Carol reviendra, dit-il. Peut-être pas lui personnellement, mais quelqu'un viendra jeter un œil de plus près. Et quand ils le feront, je préférerais que vous ne soyez pas seul dans un champ quelque part. Elle voulait argumenter. Elle reconnut cette démangeaison particulière d'être sommée de rester quelque part pour sa propre protection. Et elle reconnut tout aussi clairement que dans cette situation spécifique, il avait raison. Bien, dit-elle. Je finirai les comptes demain. Elle était à mi-chemin des marches du porche quand elle s'arrêta. Jake. Il se tournait déjà vers la grange, il se retourna. Qu'est-il arrivé avec Claire? Dit-elle. Il y a 3 ans. Il resta immobile un long moment. La réponse honnête était clairement en lui. Elle pouvait l'avoir essayé de faire surface. Puis quelque chose s'installa dans son expression. Pas fermé, pas exactement, mais contenu. Son père ne m'a jamais approuvé, dit-il. Il avait entendu les mêmes histoires que je vous ai racontées. Et contrairement à vous, il n'était pas prêt à suspendre son jugement. Il fit une pause. Claire a dû choisir entre son père et la situation. Elle a choisi son père. Une autre pause. Je ne lui en veux pas. L'aimez-vous encore? Samantha s'arrêta. Ce n'était pas sa question à poser. Pas encore. Peut-être jamais. Non, dit-il, répondant à la question qu'elle n'avait pas terminée. Il le dit simplement, sans drame, sans le poids supplémentaire que les gens mettent sur les choses quand ils essayent de convaincre à la fois l'auditeur et eux-mêmes. Juste non. Plat et net. Elle hocha la tête. Elle entra. Cette nuit-là, elle était allongée dans sa chambre et entendit de nouveau les bottes sur le sol de la cuisine. La même traversée lente, le même arrêt. Et cette fois, elle comprit que c'était l'habitude de Jake. Certains hommes font les 100 pas quand ils ne peuvent pas dormir. Lui, il marchait, mesuré, délibéré, comme il faisait tout. Elle comprit cela aussi, parce qu'elle était encore éveillée elle-même, et pour la même raison. Trop d'informations se bousculant trop vite dans un esprit qui n'avait pas été tranquille depuis qu'elle avait franchi ce portail il y a 2 jours. On frappa à sa porte juste avant le petit déjeuner. Pas le coup de Jake. Elle avait déjà appris le poids de ses coups. 2 coups mesurés, puis le silence. C'était plus léger. Elle ouvrit la porte et trouva Dob dans le couloir, son chapeau dans les 2 mains et l'air d'un homme portant quelque chose qu'il ne savait pas comment poser. « Bonjour, Madame Dawson, dit-il. Je suis désolé de vous déranger, mais je pensais que vous devriez savoir quelque chose. » Elle recula. « Entrez. Je resterai ici si ça ne vous dérange pas, dit-il. Il s'éclaircit la gorge.
Hier soir, après le souper, je suis sorti vérifier la clôture du pâturage sud, comme je le fais. Il y avait une section que j'avais signalée la semaine dernière qui avait besoin de... Bref, le fait est que j'ai vu Fletcher. Samantha attendit. Il était à la lisière est de la propriété, là où la terre rencontre la limite d'Aldridge. Il ne travaillait pas. Il était juste là, debout, et il avait une lampe. Il la tenait en l'air. Dob tourna son chapeau dans ses mains comme s'il signalait. Le froid traversa Samantha lentement et complètement, comme le froid traverse la pierre. « Avez-vous vu quelqu'un de l'autre côté? » dit-elle. « L'obscurité, dit-il. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne. Est-ce que Jake le sait? »« Je suis venu vous voir en premier, dit Dob. Je n'étais pas sûr si... » Martha a dit de venir vous voir. Samantha le regarda. Il avait la cinquantaine bien entamée. Cet homme aux yeux plissés en permanence par 40 ans passés à l'extérieur et aux mains de quelqu'un qui avait travaillé chaque jour de sa vie. Ce n'était pas une personne compliquée. C'était une personne loyale, ce qui était plus rare. « Vous avez bien fait, dit-elle. Je le dirai à Jake. Ne dites rien aux autres hommes pour l'instant. »« Oui, madame. » Il se tourna pour partir. « Dob, dit-elle. Il se retourna. « Depuis combien de temps Fletcher est-il ami avec Cord? » La mâchoire de Dob se déplaça légèrement. « Environ 1 mois, dit-il, depuis que Fletcher a commencé à faire la même rotation de clôture. »« Merci, dit-elle. » Elle trouva Jake dans la grange en train de sceller Compass. Elle lui raconta tout ce que Dob avait dit, debout dans l'embrasure de la porte, rapidement et sans fioriture, de la manière dont on livre une information qui doit atterrir proprement. Jake s'arrêta, ses mains immobiles sur la sangle de la selle. « Un signal de lampe, dit-il. « Oui. Si Fletcher donne des informations directement à Bates... » Il s'arrêta. « Depuis combien de temps? Depuis combien de temps fait-il ça? »« 8 mois, dit Samantha. « Depuis son arrivée. » Jake serra la mâchoire. Elle pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux. 8 mois de quelqu'un à l'intérieur de son exploitation, à l'intérieur de son emploi du temps quotidien, à l'intérieur des habitudes du ranch. Et elle pouvait voir ce que cette connaissance lui coûtait, pas seulement stratégiquement, mais personnellement. Parce que c'était sa terre et c'était ses gens. Et l'idée que l'un d'eux était un espion infiltré le blessait quelque part profondément. « Je dois être prudent dans la façon dont je gère ça, » dit-il doucement. « Si j'agis trop vite contre Fletcher, avant de savoir ce qu'il a transmis à Bates, je perds la chance de comprendre ce qu'ils savent. Et si vous attendez trop longtemps, dit Samantha, ils seront déjà en train d'agir sur ce qu'il leur a dit. Je sais, dit-il. Alors vous devez parler à Pasco aujourd'hui, dit-elle. Pas demain, aujourd'hui. Il la regarda, puis il serra la sangle de la selle et tourna le cheval vers la cour. Restez à l'intérieur, dit-il. Vous l'avez déjà dit. Je le redis. Il partit au galop et elle le regarda s'éloigner. Cet homme qu'elle connaissait depuis 2 jours. Cet homme dont le nom était maintenant légalement le sien. Cet homme qui portait le poids d'un combat sur 3 fronts à la fois et qui avait encore la présence d'esprit de dire « Restez à l'intérieur », comme si ce qui lui arrivait lui importait. Elle retourna à l'intérieur, se tint dans la cuisine et Martha lui tendit une tasse de café sans qu'on le lui demande. « Il s'en sortira, » dit Martha. « Je n'ai pas dit que j'étais inquiète, » dit Samantha. « Vous n'aviez pas besoin de le dire, » dit Martha. Elles se tinrent dans la cuisine dans le silence confortable particulier de 2 femmes qui se comprennent mieux qu'elles n'ont eu le temps de l'expliquer. Et Samantha but son café et regarda la route sur laquelle Jake venait de disparaître. Et elle comprit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à comprendre si tôt. Elle n'était pas seulement ici parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle était ici parce qu'elle avait franchi cette porte, et trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Un combat qui valait la peine d'être mené, un lopin de terre qui valait la peine d'être protégé, et un homme qui, malgré tous ses silences, ses cicatrices et son histoire compliquée, l'avait regardée dans les yeux depuis le début et l'avait traitée comme si elle était capable de se tenir dans le même vent que lui. Ce n'était pas rien. C'était en fait très loin d'être rien. Le bruit est venu du pâturage et juste après 10 heures du matin. Pas de coups de feu, pas de cris, juste le bruit d'une section de clôture qui s'effondre. Le craquement et le frottement particulier des poteaux qui tombent et qui portent loin en terrain découvert. Suivi du bruit lointain du bétail en mouvement,
le son bas et anxieux d'animaux qui ont trouvé une brèche qu'ils n'étaient pas censés trouver. Samantha était au bureau des comptes quand elle l'a entendu. Elle s'est levée. Martha est apparue dans l'embrasure de la porte. Son visage était composé de la manière dont les visages s'immobilisent avant de livrer de mauvaises nouvelles. La clôture du pâturage sud, a dit Martha. Celle que Dobb a signalée. Celle près de laquelle Fletcher s'était tenu la nuit avec une lampe. Samantha s'est dirigée vers la porte. Jake n'est pas rentré, a dit Martha. Je sais, a dit Samantha. Il n'y a que Dobb et 2 des garçons sur la propriété en ce moment. Les autres sont partis avec Jake. Samantha était déjà à la porte, l'ouvrant déjà dans la cour. Parce que parfois, on n'a pas le luxe d'attendre la personne qui en sait plus que vous. Parfois, c'est vous qui devez y aller. Fletcher n'était nulle part dans la cour. Cord n'était nulle part non plus. Et quelque part là-bas, une clôture était tombée. Le bétail s'échappait. Et le prochain coup de Harlan Bates venait de s'annoncer. Samantha a couru. Pas la course paniquée de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. La course rapide et déterminée d'une femme qui a déjà décidé de ses 3 prochaines étapes et qui les exécute. Elle a traversé la cour, est allée directement à la grange et attrapé la bride de la jument baie sur le crochet et a scellé le cheval en moins de 4 minutes. Ses mains ne tremblaient pas. Elle en était presque surprise. Dobb était déjà au pâturage sud quand elle est arrivée à cheval. Il avait placé son cheval en travers de la brèche dans la clôture, essayant d'empêcher le bétail de passer par la section cassée. Derrière lui, 2 jeunes employés, des garçons en fait, aucun n'ayant plus de 20 ans, se dépêchaient de redresser les poteaux desserrés. Le sol était labouré et à vif, et Samantha a vu immédiatement ce qu'elle avait soupçonné. Ces poteaux n'étaient pas tombés. Les coupes dans le bois étaient nettes. Quelqu'un avait utilisé une scie à la base, assez profondément pour que le poids d'un seul bœuf s'appuyant contre la clôture finisse le travail. « Combien sont passés ?» a-t-elle crié à Dobb. « 12, peut-être 15 têtes, a répondu Dobb, sur le terrain d'Aldridge. Et voilà, du bétail sur la propriété voisine, de l'autre côté d'une frontière contestée, un matin où Jake était absent et où 2 de ses employés les plus problématiques étaient introuvables. C'était propre, pensa-t-elle. Celui qui avait conçu cela l'avait bien conçu. « Pouvez-vous retenir les autres ?» dit-elle. « Si ces garçons m'aident. »« Oui, madame. »« Alors retenez-les, dit-elle. Je vais chercher les égarés. »« Madame Dawson, vous ne devriez pas aller seule sur les terres d'Aldridge. »« Je sais, dit-elle, mais laisser 15 têtes là-bas est pire. » Elle le regarda directement. « Je resterai de ce côté de la clôture. Si je ne suis pas de retour dans 40 minutes, vous allez chercher Jake. » Dobb avait l'air d'un homme qui avait plusieurs objections solides et savait qu'aucune d'entre elles ne ferait de différence. « Oui, madame, dit-il. Elle a traversé la brèche et est entrée sur les terres d'Aldridge. Le bétail n'était pas allé loin. Ils ne le font jamais quand ils sont confus plutôt qu'effrayés. Elle a trouvé le premier groupe à moins d'un quart de mile, tournant en rond, incertain. Et elle a commencé à les ramener vers la clôture comme son père le lui avait appris, lentement et largement, en leur donnant de l'espace pour penser qu'ils se déplaçaient de leur propre chef. Le bétail, disait-il toujours, est comme les gens têtus. Poussez-les droits et ils résistent. Mais ouvrez une porte sur le côté et ils la franchiront d'eux-mêmes. Elle en avait ramené 9 à travers la brèche et se tournait pour les autres quand elle a entendu les chevaux. 3 cavaliers venant de la direction de la maison principale d'Aldridge, se déplaçant à un rythme qui n'était pas désinvolte. L'homme en tête était large d'épaules, et elle l'a reconnu avant de pouvoir voir son visage à cause de sa façon de s'asseoir sur un cheval. Comme un homme qui a toujours possédé plus qu'il n'en a besoin et qui s'attend à ce que le monde le confirme. Harlan Bates. Elle ne l'avait jamais vu avant ce moment, mais elle le connaissait de la même manière que l'on connaît un front de tempête quand on a observé le ciel assez longtemps. Il avait la cinquantaine bien entamée, avec un visage large et lourd et des yeux pâles qui se déplaçaient rapidement et calculaient tout ce qu'il touchait. Il était bien habillé. Il ne souriait pas. « Eh bien, dit-il, arrêtant son cheval à 20 pieds d'elle, c'est intéressant. » Samantha resta sur son cheval et ne dit rien. « Vous êtes sur la propriété d'Aldridge, dit-il, avec du bétail de Dawson. »« Mon bétail a franchi une clôture qui a été sabotée, dit-elle. Je le récupère. Je serai hors des terres de Monsieur Aldridge dans 10 minutes. » Bates la regarda comme Carol l'avait regardée, avec cette attention évaluatrice et catalogante qui voulait trouver une faille quelque part.
Saboté, dit-il. C'est une accusation sérieuse. C'est une accusation exacte, dit-elle. Les poteaux de clôture ont été coupés. Si M. Aldridge souhaite envoyer quelqu'un pour les examiner, la preuve est toujours là. Bates inclina légèrement la tête. Vous savez qui je suis. Oui, dit-elle. Et vous n'êtes pas... Il fit une pause et quelque chose bougea derrière ses yeux pâles qui aurait pu être une recalibration. Il s'attendait à de la peur, réalisa-t-elle, ou du moins à de l'incertitude. Il s'attendait à ce qu'une femme qui était sur cette terre depuis 2 jours s'effondre sous la simple pression de sa présence. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il. Les gens le sont rarement, dit-elle. Excusez-moi. Elle tourna la jument et retourna rassembler le bétail restant, contournant ses chevaux avec le calme délibéré d'une femme qui refuse de reconnaître quelle est la partie la plus faible dans cet échange. Elle pouvait sentir ses yeux sur son dos comme une main entre les omoplates. Elle ne se retourna pas. « Madame Dawson, dit Bates derrière elle. » Elle s'arrêta, ne se retourna pas. « Ce litige foncier avec votre mari va s'aggraver avant de s'améliorer, dit-il. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. J'ai des ressources, j'ai du temps et j'ai des avocats qui sont très doués pour trouver ce qu'ils cherchent. » Une pause. « Mais je suis un homme raisonnable. Une transaction juste pour toutes les parties concernées pourrait rendre tout cela inutile. » Maintenant, elle se retourna lentement. Elle le regarda avec une expression si stable qu'elle en était presque confortable. « Me demandez-vous de vous aider à prendre la terre de mon mari? » dit-elle. « Je vous demande de considérer votre situation, dit-il. Vous êtes ici depuis 3 jours. Vous n'avez pas encore de racines ici. Vous n'avez pas 10 ans de travail dans le sol comme lui. Quel que soit l'arrangement qui vous a amené à l'éperon cassé, il ne doit pas définir le reste de votre vie. » Elle le regarda un long moment. Puis, « Monsieur Bates, j'ai grandi en regardant un homme bon se battre pour garder ce qu'il avait construit contre des gens avec plus d'argent, plus de relations et plus d'avocats, pendant 2 années entières, jusqu'à ce que ça le tue. Sa voix était égale, complètement égale. Je ne vais pas vous aider à faire ça à quelqu'un d'autre, pas pour n'importe quelle somme. » Elle rassembla les 2 derniers égarés d'un mouvement de son cheval. « Bonne journée. » Elle repassa par la brèche de la clôture sans le regarder à nouveau. Ses mains tremblaient maintenant. Elle les remarqua sur les rênes, de petits tremblements fins, et elle respira à travers régulièrement, comme on respire à travers la douleur. Ce n'était que de l'adrénaline, se dit-elle. C'était juste le corps qui rattrapait ce que l'esprit avait déjà géré. Elle était de retour dans la cour en train de déceler la jument, quand elle entendit le cheval de Jake arriver du nord à une allure qui disait qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Il descendit de cheval avant que Compass ne se soit complètement arrêté et s'approcha d'elle en 3 longues enjambées, lisant la situation. Le bétail ramenait au pâturage, la section de clôture cassée visible depuis la cour, son visage, qu'elle essayait de garder neutre, et apparemment n'y parvenait pas assez bien. « Dites-moi, dit-il. » Elle lui raconta. Tout, Fletcher et la clôture, le bétail et Bates sur les terres d'Aldridge, et ce qu'il lui avait dit. Elle le raconta vite et dans l'ordre, sans éditorialiser jusqu'à la fin. Jake écouta sans l'interrompre. Ce qui, elle l'avait déjà appris, était sa manière. Quand elle eut fini, il resta immobile un moment qui s'étira juste assez longtemps pour paraître dangereux. « Il vous a approché directement, dit Jake. Il vous a demandé de... » « Oui, dit-elle, devant ses hommes. »« 2 d'entre eux, dit-elle. » Jake se détourna d'elle, fit 3 pas vers la grange, s'arrêta et se tint là, le dos tourné, les 2 mains sur le haut de la clôture, dans une posture qui était très clairement la forme physique d'un homme s'empêchant de faire quelque chose qu'il regretterait. « Jake, dit-elle. »« Je vais bien, dit-il. » Ce n'était pas le cas, mais il essayait et elle pouvait voir l'effort que cela lui coûtait. « Que vous a dit Pasco, dit-elle. » Il se retourna. Bates a déjà déposé une demande de servitude préliminaire. Ce n'est pas encore public. Pasco a vu les papiers sur le bureau d'Aldridge il y a 2 jours. Il soutient que l'accès à l'eau de l'éperon cassé à l'est passe par des terres qui appartiennent à Aldridge par droit historique, et qu'Aldridge peut donc accorder ou refuser l'accès à volonté. Il la regarda. Si c'est confirmé, nous perdons le puits Est. Sans lui, nous perdons l'exploitation bovine. Sans l'exploitation bovine, le ranch n'est pas viable, termina Samantha. Exact. Quand est-ce que ça devient public? Pasco pense d'ici 1 semaine.
Une fois que ce sera déposé publiquement, Bates l'utilisera pour faire pression sur la banque afin qu'elle remette en question la valeur de la terre comme garantie pour le prêt d'exploitation. Si la banque rappelle le prêt, il s'arrêta. C'est un coup net. Il n'a pas besoin de prendre la terre légalement. Il a juste besoin de la rendre financièrement impossible à conserver. Samantha comprit. C'était la même manœuvre qui avait pris la terre de son père. Pas un assaut frontal, mais une lente suffocation, coupant une ressource à la fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour se battre. Elle n'allait pas laisser cela se produire. Où sont les documents originaux de l'arpentage du terrain, dit-elle. Quoi? De l'époque où votre père a déposé la demande de concession, l'arpentage original. Où est-il? Jake fronça les sourcils. Dans les archives du comté, et il devrait y avoir une copie dans... Il s'arrêta. Dans la salle des comptes. Ils y allèrent ensemble et le trouvèrent dans la troisième boîte qu'elle ouvrit. Un document plié, encre originale, daté de 1871, avec les lignes d'arpentage dessinées de la main soignée et précises d'un arpenteur du gouvernement. Samantha l'étala sur le bureau et se pencha dessus. « Ici, » dit-elle après 2 minutes. « Regardez ça. » Jake se pencha à côté d'elle. « L'accès à l'eau de l'Est, dit-elle. L'arpentage original ne le fait pas passer par les terres d'Aldridge. Il le fait passer par une bande de terre fédérale ici. » Elle traça la ligne avec son doigt, qui n'a jamais été transférée à aucun propriétaire privé. La demande de servitude de Bates dépend de l'hypothèse que cette bande appartient à Aldridge. Mais si c'est toujours une terre fédérale, alors il n'y a pas de servitude à réclamer, dit lentement Jake. Et tout l'argument de Bates s'effondre. Nous devons vérifier que cette bande n'a jamais été transférée, dit Samantha. Cela signifie le bureau des terres du comté et probablement les archives fédérales à Tucson. Ça prend du temps, dit Jake. Si Bates dépose avant que nous puissions, alors nous déposons en premier, dit Samantha. Une contre-déclaration, quelque chose d'enregistré aujourd'hui qui force tout juge examinant cela à voir que le statut de la terre est en question avant qu'il ne statue sur la servitude. Elle le regarda. Wilson peut-il faire ça? Jake se redressa. Wilson peut le faire si je le lui demande aujourd'hui. Il la regarda avec une expression qui avait dépassé l'espace compliqué entre la surprise et le respect et était arrivé quelque part de plus clair. Comment savez-vous faire ça? Mon père a eu un avocat pendant 6 mois avant que l'argent ne s'épuise, dit-elle. J'ai assisté à chaque réunion. Je ne pouvais pas faire grand-chose avec ce que j'ai appris alors, mais je n'ai pas oublié. Il soutint son regard un moment. Puis il prit son chapeau. Je vais voir Wilson maintenant. Vous restez. Je sais, dit-elle, à l'intérieur. Il était à la porte quand elle dit « Jake, Fletcher et Cord sont toujours introuvables. » Il fit une pause. « Je sais. Si Fletcher signalait aux gens de Bates hier soir et que la clôture a été coupée ce matin, alors soit il l'a fait lui-même avant de disparaître, soit il a dit à quelqu'un d'autre ou coupé. Dans tous les cas, il savait que ça allait arriver. « Je sais ça aussi, dit-il. Ne l'affrontez pas seul quand il reviendra, dit-elle. Il se tourna à la porte. Quelque chose dans son expression changea. Pas de l'irritation, mais le regard particulier d'un homme qui n'est pas habitué à ce qu'on lui dise d'être prudent et qui essaye de décider ce qu'il pense du fait que ça ne le dérange pas. « D'accord, dit-il. » Il partit. Samantha resta au bureau et regarda le document d'arpentage et sentit la clarté épuisante particulière de quelqu'un qui a traversé une crise si vite qu'il n'a pas eu un moment bon pour en sentir le poids et qui maintenant, dans le bref silence, ressentait tout d'un coup. Martha apparut dans l'embrasure de la porte avec une assiette de nourriture que Samantha n'avait pas demandée et dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. « Asseyez-vous et mangez, dit Martha. Vous pouvez sauver le ranch tout aussi bien avec quelque chose dans l'estomac. » Samantha s'assit et mangea. Elle finissait le dernier morceau quand elle entendit le bruit de 2 chevaux entrant dans la cour. Elle alla à la fenêtre, Fletcher et Cord. Ils entrèrent ensemble, ce qu'elle nota. Ils descendirent de cheval ensemble, ce qu'elle nota également. Le visage de Fletcher était de la même immobilité contenue qu'elle avait vue à la table du petit déjeuner le premier matin. L'homme qui ne la regardait pas, qui mangeait sans appétit, qui n'était jamais bruyant ou évident sur quoi que ce soit. Le genre parfait d'invisible. Elle le regarda par la fenêtre. Il décela son cheval avec les mouvements habituels de quelqu'un qui fait quelque chose de la même manière à chaque fois. Puis il regarda vers la maison.
Pendant un bref instant, ses yeux se posèrent directement sur la fenêtre où elle se tenait. Il savait qu'elle était là. Elle ne recula pas de la vitre. Elle soutint son regard à travers la fenêtre, stable et directe, pendant 3 secondes complètes. Puis il détourna le regard le premier. Elle expira. Martha était derrière elle. Il vous a vu regarder, dit Martha. Bien, dit Samantha. Ça veut dire qu'il sera plus prudent maintenant, dit Martha, ou plus désespéré, dit Samantha, et les hommes désespérés font des erreurs. 1 heure plus tard, Jake était de retour du bureau de Wilson et il avait 2 nouvelles. La première était bonne. Wilson avait accepté la contre-déclaration et l'avait déposée immédiatement. Ce qui signifiait que tout ce que Bates essaierait de présenter à un juge dans les semaines à venir devrait d'abord reconnaître le statut contesté de la terre. Cela leur achetait du temps, peut-être assez. La deuxième nouvelle venait d'une note qui avait été laissée au palais de justice, adressée à Jake, non signée, livrée par un garçon qui disait d'avoir été payé 10 cents par un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Jake la lut 2 fois, debout dans la cuisine. Puis il la tendit à Samantha sans un mot. La note disait « L'arpenteur que Bates a engagé a trouvé quelque chose dans le dépôt original qui précède la concession de votre père. Si ça tient, la contre-déclaration n'importera pas. Retrouvez-moi au pont de Millstone Creek à l'aube si vous voulez savoir ce que c'est. Venez seul. » Samantha la lut, la relut. « C'est un piège, dit-elle. »« Possiblement, dit Jake. »« Probablement, dit-elle. Venez seul, à l'aube. Ça a tous les éléments d'un coup monté. »« Ça pourrait aussi être réel, dit-il. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec le dépôt original de mon père, quelque chose que je ne sais pas, et que Bates l'a trouvé, je dois le savoir avant qu'il ne l'utilise. Ou c'est un moyen de vous faire quitter cette propriété à l'aube sans témoin, dit-elle. Il la regarda. Elle le regarda. Aucun des deux ne détourna le regard. J'y vais, dit-il. Je sais, dit-elle. Je viens avec vous. La note dit que vous devez venir seul, dit-elle. La note a été écrite par quelqu'un qui veut soit vous aider, soit vous nuire. Et dans aucun des 2 cas, je ne fais confiance à leurs instructions. Elle plia la note et la posa sur la table. Si c'est quelqu'un qui veut t'aider, il nous parlera à tous les deux. Si c'est un piège, 2 personnes sont plus difficiles à gérer qu'une seule. Jake resta silencieux un long moment. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais non plus, dit-il finalement. C'était presque exactement ce que Bates lui avait dit, mais ça sonnait complètement différemment. Bates l'avait dit comme un homme recalibrant un obstacle. Jake le dit comme un homme qui a vu quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver et ne savait pas encore tout à fait comment le tenir, mais n'allait pas le poser. « Dormez un peu, dit Samantha. Nous partons à 4 heures. » Elle monta dans sa chambre et s'allongea sur le lit tout habillée parce qu'elle n'allait pas dormir et elle le savait. Elle fixa le plafond et écouta la maison et pensa à la note et aux yeux de Fletcher, trouvant les siens à travers la fenêtre, et à Bates sur son cheval disant « Quel que soit l'arrangement qui vous a amené à l'éperon cassé, comme si l'arrangement était de la chose importante, et non la terre, non les gens, et non les 3 années de la vie de quelqu'un d'autre qui avait déjà été passé à se battre pour tout maintenir. » Elle pensa à son père. Elle pensa à ce que cela aurait signifié pour lui de l'avoir ici, en train de faire ça, debout au milieu de quelque chose au lieu de regarder impuissante de l'extérieur. Elle pensa que cela l'aurait probablement effrayée à mort et l'aurait aussi rendue fière. Elle faillit sourire. À 3h45, elle entendit les bottes sur le sol de la cuisine en bas. Jake, déjà réveillé, déjà en mouvement. Elle se leva, s'aspergea le visage d'eau, prit sa veste. L'aube arrivait, et avec elle, tout ce que Harlan Bates avait décidé de leur lancer ensuite. Ils partirent à 4 heures du matin, les étoiles encore épaisses au-dessus de leur tête, et le froid pesant sur tout ce qu'ils touchaient. Samantha chevauchait à côté de Jake, pas derrière lui, et il ne suggéra rien d'autre. Ils ne parleront pas beaucoup en chemin. Il y avait un silence particulier entre 2 personnes qui ont épuisé les choses à planifier et ne sont pas encore arrivées à la chose pour laquelle elles planifient. Et c'était le silence dans lequel ils chevauchaient, pas vide mais plein, de la manière dont les silences sont pleins quand 2 personnes pensent les mêmes pensées et n'ont pas besoin de les dire à voix haute. Le pont de Millstone Creek était une traversée en bois plate sur un cours d'eau étroit, assez large pour un chariot, assez bas pour que le ruisseau coule en dessous en une fine tresse, même pendant les mois secs.
Ils l'approchèrent par l'ouest, et Jake ralentit le premier, et Samantha ralentit à ses côtés, et ils regardèrent toutes les deux le pont et l'obscurité qui l'entourait, et écoutèrent. Rien. Pendant un long moment, rien. Puis une silhouette sortit de l'ombre du côté nord du pont, et la main de Samantha se porta sur le fusil sur sa selle avant qu'elle ne reconnaisse de qui il s'agissait. Pasco. Le contremaître de Richard Aldridge se tenait au bord du pont, avec une lampe tenue bas, son chapeau dans l'autre main, et l'expression sur son visage était celle d'un homme qui n'a pas dormi, qui n'est pas certain de faire la bonne chose, et qui va la faire quand même. C'est moi qui ai envoyé la note, dit-il. Je suis désolé pour le secret. Je ne pouvais pas risquer qu'Aldridge sache que je venais vous voir. Jake maintint son cheval stable. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose dans le dépôt original de mon père. Il y en a un, dit Pasco, mais pas ce que Bates pense que c'est. Il mit la main dans son manteau et en sortit un document plié. L'arpenteur de Bates a trouvé une notation dans le dépôt original de 1871, un marqueur de limite qui a été enregistré différemment dans la copie du comté que dans la copie fédérale. Bates soutient que la divergence signifie que la concession originale a été mal déposée, ce qui permettrait de reclasser la terre comme territoire contesté. Ses avocats travaillent dessus depuis 6 semaines. Jake descendit de cheval. Il prit le document, le tint sous la lampe et le lut. Et Samantha regarda son visage passer par la lecture, contrôlée, puis plus serré, puis quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Qu'est-ce que ça veut dire? » dit-elle. « Ça veut dire, dit lentement Jake, que la divergence existe. La question est de savoir si c'était une erreur de transcription ou un dépôt délibérément erroné. » Il regarda Pasco. « Savez-vous lequel? » Pasco hésita. Un temps, deux, l'hésitation d'un homme qui a porté quelque chose pendant longtemps et qui décide s'il doit le poser. Mon père était l'arpenteur du comté en 1871, dit Pasco. Il a déposé les 2 copies. Il m'a dit une seule fois, quand il était malade et peu prudent dans ses paroles, qu'un homme nommé Aldridge l'avait payé pour entrer le marqueur de limite différemment dans la copie fédérale, pour laisser un vide qui pourrait être utilisé plus tard. Le silence était total. « Votre père, dit Jake, est le père de Richard Aldridge. »« Oui, dit Pasco. Il y a 50 ans, ils ont intégré ce problème dans les papiers, dit Jake. Et maintenant, Bates l'a trouvé. »« Bates ne l'a pas trouvé, dit Pasco. Aldridge le lui a montré. Richard le sait depuis toujours. Son père le lui a dit de la même manière que le mien me l'a dit. » Il baissa les yeux sur son chapeau dans ses mains. Richard a attendu que Bates arrive avec assez d'argent et assez d'avocats pour l'utiliser. C'est ce que je ne pouvais plus supporter. Utiliser quelque chose que son père a planté il y a 50 ans pour prendre la terre d'un homme qui a tout construit de ses propres mains. Samantha sentit toute la forme de l'affaire se mettre en place. Le piège vieux de 50 ans, la divergence plantée, la patience des gens qui construisent des armes qu'ils destinent à quelqu'un d'autre une génération plus tard. C'était le genre de mal le plus délibéré, le genre qui porte le masque de la légalité jusqu'au bout. « Est-ce que Richard sait que vous êtes ici? » dit Jake. « Non, dit Pasco. Et quand il le découvrira, je n'aurai plus de travail. »« Vous en aurez un, dit Jake immédiatement. Pasco leva les yeux. « Si vous le voulez, j'ai du travail, je paie un salaire juste et je n'emploie pas d'hommes qui espionnent pour mes ennemis. » Pasco le regarda un long moment, puis il hocha la tête une fois, du hochement d'un homme qui vient de fermer une porte et sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. « Il y a une dernière chose, dit Pasco. Bates prévoit de déposer la plainte pour divergence après-demain, à la première heure. Si vous ne pouvez pas la contrer avant qu'elle ne soit devant un juge, je peux la contrer, dit Samantha. Les 2 hommes la regardèrent. Elle était toujours sur son cheval et elle garda sa voix égale. Nous avons le document d'arpentage original, celui de la salle des comptes. Si votre père a entré le marqueur de limite différemment dans les 2 copies, alors le document d'arpentage original, celui que votre père a créé avant que l'une ou l'autre copie ne soit faite, montrera quelle entrée était correcte et laquelle a été modifiée. Elle regarda Jake. « L'original est-il signé et daté par l'arpenteur? » Jake réfléchit. « Oui, j'ai vu le nom de mon père dessus, mais je n'ai jamais... Oui,
Il est aussi signé par l'arpenteur. Gideon Pasco. Pasco ferma brièvement les yeux. C'est le nom de mon père, dit-il doucement. Alors c'est une preuve, dit Samantha. Le travail original de l'arpenteur, signé, montrant la limite correcte avant que la modification ne soit faite. Cela ne fait pas que contrer la plainte pour divergence. Cela prouve que la divergence était une fraude délibérée. Jake la regardait avec toute la force de son attention. Si nous faisons parvenir ce document à Wilson avant que Bates ne dépose, nous l'avons, dit-elle. Il est dans sa salle des comptes en ce moment. Ils se tinrent tous les trois dans le noir près du pont et laissèrent Natal de l'affaire s'installer. Pas seulement la crise immédiate, la clôture, le bétail et la demande de servitude. Toute l'affaire de 50 ans, la chose plantée avant la naissance de Jake, avant que son père ne sache qu'il fallait surveiller. Et le fait que la femme qui avait franchi sa porte il y a 4 jours avec 3 $ et 17 cents avait, en triant une boîte de documents chaotiques, trouvé par hasard le morceau de papier exact qui démantelait tout. Jake la regarda et elle vit quelque chose dans son visage qui dépassait l'espace compliqué entre la surprise et le respect. C'était au-delà de tout ça. C'était quelque chose de plus simple, de plus direct et de plus difficile à regarder sans détourner le regard. Elle détourna le regard. « Nous devrions rentrer, dit-elle. » Ils sont rentrés rapidement. Le document était exactement là où Samantha l'avait laissé. Jake l'a étalé sous la lampe sur le bureau des comptes. Et ils se sont tous deux penchés dessus. Et là, dans le coin inférieur droit, d'une écriture soignée qui était clairement plus ancienne que le reste du document. Gideon M. Pasco, arpenteur du comté, août 1871. Et la notation du marqueur de limite, claire et sans ambiguïté, correspondant à la copie du comté, contredisant la copie fédérale. « C'est ça, » a dit Jake. « C'est ça, » a convenu Samantha. Il a levé les yeux vers elle. « Vous avez trouvé ça le premier jour. » Le deuxième jour, a-t-elle dit. Le premier jour, j'organisais. Il a presque ri. Ce n'était pas tout à fait un rire, plutôt le souffle qui précède un rire, mais c'était la chose la plus spontanée qu'elle ait vue de sa part. Et cela a changé quelque chose dans la pièce entre eux, d'une manière qu'elle a sentie mais n'a pas pu nommer immédiatement. « Je dois apporter ça à Wilson avant 8 heures, » a dit Jake. « Tout de suite. »« Je serai là, » a-t-elle dit. Il a pris le document, puis s'est arrêté. « Samantha. » Elle a attendu. « Je sais que ce n'est pas ce pourquoi vous avez signé, » a-t-il dit. « Quand vous avez franchi cette porte, vous avez signé pour les comptes, la gestion de la maison et l'arrangement légal. Pas pour tout ça. J'ai signé pour un salaire juste et un travail honnête, a-t-elle dit. J'ai eu les deux. Elle a croisé son regard. Allez-y, Jake. Il est parti. Elle est restée dans la salle des comptes après son départ, et elle a respiré lentement, et elle a pensé à ce que cela signifiait qu'elle venait de dire « Allez-y, Jake ». Avec une aisance particulière, celle d'une femme qui a décidé, sans rien décider formellement, qu'elle est investie dans le résultat de quelque chose au-delà de sa propre survie. C'était une pensée terrifiante, elle l'a laissée être terrifiante pendant environ 30 secondes. Et puis elle est allée à la cuisine parce qu'il était presque 6 heures et que les hommes allaient arriver pour le petit déjeuner. Fletcher était à la table du petit déjeuner ce matin-là. Il est entré avec les autres, s'est assis à sa place habituelle et a mangé avec son silence contenu habituel. Il n'a regardé personne, mais Samantha a remarqué qu'il mangeait plus vite que d'habitude, que ses yeux se sont portés 2 fois sur la fenêtre du mur est et qu'il a posé sa fourchette alors qu'il y avait encore de la nourriture dans son assiette. Il attendait quelque chose. Elle a compris et elle a gardé son visage complètement impassible et elle a dit à Martha à voix basse en remplissant le café, « Quand il quittera la table, notez où il va. » Martha a hoché la tête sans changer d'expression. Elle avait le visage d'une femme qui gardait des secrets utiles depuis avant la naissance de la plupart des gens à cette table. Fletcher a quitté la table 12 minutes après le début du repas. Il a dit quelque chose à propos d'un fer à cheval desserré. Assez normal. Samantha a regardé par la fenêtre de la cuisine et l'a vu traverser la cour. Et au lieu d'aller à la grange, il est allé à la clôture à l'est de la cour et s'est tenu là, regardant vers l'est, vers la limite d'Aldridge, cherchant un signal, cherchant à voir si le plan était toujours en cours. Samantha a posé la cafetière. Elle est sortie de la cuisine, a traversé la cour et s'est arrêtée à 10 pieds de Fletcher, à la clôture.
Elle n'a pas couru, elle ne s'est pas pressée, elle a juste marché. Et quand il s'est retourné et l'a trouvée là, l'expression sur son visage était de la chose la plus vraie qu'elle ait vue de lui. Une surprise pure et non dissimulée, disparue en un éclair, mais là assez longtemps. « Vous attendez quelqu'un » a-t-elle dit. Fletcher l'a regardé fixement. La contenance était de retour, mais elle travaillait plus dur que d'habitude. « Je vérifie la clôture » a-t-il dit. « Comme je l'ai dit. »« La clôture à travers laquelle vous avez signalé il y a 3 nuits » a-t-elle dit, avec une lampe. Pas un tressaillement, il était bon. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Dob le sait » a-t-elle dit. « Il était là. Il vous a vu. » Elle a soutenu son regard. Et la clôture du pâturage sud a été coupée. Des coupes nettes, pas de pourriture, pas d'âge. Quelqu'un qui savait exactement quel poteau couper pour que ça ressemble à une défaillance naturelle jusqu'à ce qu'on s'approche. Elle a fait une pause. Quelqu'un qui a travaillé sur cette propriété assez longtemps pour savoir où se trouvent des sections vulnérables. Fletcher n'a rien dit, mais sa mâchoire s'était raidie d'une manière qui n'était pas seulement défensive. C'était la rigidité d'un homme en train de faire des calculs. « Voici ce qui va se passer » a dit Samantha. Jake est en ville en ce moment, en train de présenter des documents à un juge qui démantèle tout ce que Bates a passé 3 ans à construire. D'ici la fin de la journée, la demande de servitude échoue, l'argument de la divergence échoue et la contestation de la concession échoue. Harlan Bates va quitter ce comté sans rien. Elle a gardé sa voix égale, ce qui signifie que quoi qu'il vous ait promis pour être ici, il ne peut pas le livrer. Quelque chose a traversé le visage de Fletcher, juste brièvement. Le mouvement d'un homme qui a tenu une porte fermée et sans la poignée cédée. « Je ne sais pas ce que Bates vous a promis » a-t-elle dit. « De l'argent, probablement, peut-être des terres, peut-être autre chose. Mais il est fini ici et vous avez environ 4 heures pour décider si vous voulez être de son côté de la ligne quand la poussière retombera ou ailleurs. » Fletcher l'a regardé fixement. « Vous bluffez » a-t-il dit. Mais il l'a dit comme un homme qui espère qu'on lui dise qu'il a tort. « Jake a le document d'arpentage original avec la notation de votre arpenteur » a-t-elle dit. « Signé daté de 1871. Il prouve que la copie fédérale a été modifiée. Ce n'est pas un bluff. C'est un document qui est devant un juge en ce moment. » La couleur a quitté le visage de Fletcher d'une manière qui n'était pas subtile. « Que voulez-vous » a-t-il dit. Sa voix était différente maintenant. La contenance avait disparu. « Dites-moi qui d'autre sur cette propriété travaille pour Bates » a-t-elle dit. « Juste ça. Dites-le-moi clairement et honnêtement, et ce que vous avez fait ici, c'est entre vous et Jake à régler. Je ne m'opposerai pas à la clémence qu'il décidera de vous accorder. » Fletcher a regardé le sol. Il a regardé la limite d'Aldridge. Il l'a regardé à nouveau. Cord ne savait pas. Il pensait que j'étais juste. Il était juste amical. Je l'ai utilisé. Il ne sait rien. « Qui d'autre » a-t-elle dit. Une longue pause. « Juste moi » a-t-il dit. « Bates m'a placé ici il y a 8 mois. Je suis le seul. » Elle l'a regardé un moment, le lisant comme Martha le lui avait appris par l'exemple. La lecture lente et complète du visage d'une personne quand elle a cessé de jouer un rôle. Il disait la vérité. « Restez sur cette propriété » a-t-elle dit. « Ne vous approchez plus de cette clôture. Quand Jake reviendra, parlez-lui directement. Dites-lui ce que vous venez de me dire. » Elle a soutenu son regard. « Pouvez-vous faire ça? » Fletcher a hoché la tête. C'était le hochement de tête d'un homme qui n'avait plus d'autres options et qui, dans l'épuisement, en était presque soulagé. Jake est revenu à 10 heures. Il est entré dans la cour à un rythme contrôlé, ce qui a dit à Samantha, avant même qu'elle ne voie son visage, que tout s'était bien passé. Un homme qui revient d'un désastre ne chevauche pas de la même manière qu'un homme qui revient d'une victoire. Et Jake Dawson chevauchait comme quelqu'un qui vient de poser quelque chose après l'avoir porté pendant très longtemps. Il est descendu de cheval, il a monté les marches du porche, il l'a regardé, debout dans l'embrasure de la porte, et il a dit « Wilson a accepté le document. Il a suspendu tout dépôt lié à l'éperon cassé en attendant un examen complet des archives de l'arpentage de 1871. » L'avocat de Bates était dans le bureau quand Wilson a rendu sa décision. Il a fait une pause. L'expression sur son visage était quelque chose dont je me souviendrai. « Bien, » a-t-elle dit. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit. « Bates va se regrouper. Il trouvera un autre angle.
Les hommes comme lui le font toujours. Alors nous nous occuperons de celui-là aussi, a-t-elle dit. Il l'a regardé, vraiment regardé, comme il ne s'était pas permis de le faire auparavant. Pas le regard évaluateur du premier jour, pas la considération prudente d'un homme gérant un arrangement commercial, mais le regard direct et sans défense d'une personne voyant une autre personne sans la protection de la praticité entre eux. Fletcher a parlé, a-t-elle dit. Il attend dans la grange, il veut vous parler. Jake a absorbé cela. Vous avez géré ça vous-même. Il était à la clôture, a-t-elle dit. J'étais dans la cuisine. Ça semblait efficace. Il a presque souri à nouveau. Cette fois, le sourire est allé jusqu'au bout. C'était un petit sourire, prudent, comme quelque chose qui n'avait pas été utilisé depuis un moment et qui avait besoin d'un instant pour trouver sa forme. Mais il était réel et il pouvait faire la différence maintenant. Samantha, a-t-il dit. Jake, a-t-elle dit. Il est monté sur le porche. Il était assez proche pour qu'elle puisse voir la fatigue autour de ses yeux, la poussière de la route sur sa veste et la manière petite et prudente dont il se tenait, comme un homme qui a quelque chose à dire et n'est pas sûr de son droit de le dire. Ça a commencé comme un arrangement légal, a-t-il dit. C'est vrai, a-t-elle dit. Je vous ai dit que ça resterait comme ça aussi longtemps que vous le voudriez. Vous l'avez fait. Je découvre, a-t-il dit lentement, que j'aimerais renégocier ça. Le matin était très calme autour d'eux. Le ranch s'étendait dans toutes les directions. La terre que son père avait construite, qu'il avait conservée et qu'ils avaient réussi ensemble, en 4 jours extraordinaires, à ne pas perdre. Martha était dans la cuisine. Dub était dans la grange. Quelque part, un cheval bougeait dans son box. Le monde continuait son cours ordinaire, comme les mondes le font quand la crise se et que l'ordinaire a la permission de revenir. Renégocier comment? A-t-elle dit. Il l'a regardé fixement. J'aimerais que vous restiez, a-t-il dit. Pas à cause des papiers, pas à cause de Bates ou de la terre ou de toute autre raison pratique. J'aimerais que vous restiez parce qu'en 4 jours, vous êtes devenu la personne la plus nécessaire que j'ai rencontrée dans ma vie d'adulte. Et je ne suis pas intéressé à prétendre que ce n'est pas vrai. Samantha l'a regardé. Elle a pensé aux 3,17 $ et à une porte qu'elle avait poussée sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Elle a pensé à la route derrière elle et à tout ce qui lui avait coûté pour arriver ici. Elle a pensé à la façon dont les pires moments de la vie d'une personne ouvrent parfois sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais trouvé par une route plus facile. « Je suis déjà là », a-t-elle dit. Il a tendu la main lentement et a pris la sienne. Pas un geste dramatique, pas une performance. Juste une main trouvant une autre main, de la manière particulière de 2 personnes qui ont décidé, sans tout à fait savoir quand elles l'ont décidé, qu'elles sont du même côté de chaque clôture qui compte. Martha est apparue dans l'embrasure de la porte derrière Samantha, les a regardés tous les deux, et est retournée à l'intérieur sans un mot, bien que quiconque y prêtant attention aurait pu remarquer qu'elle souriait. 3 mois plus tard, le juge Wilson a finalisé l'examen de l'arpentage. La copie fédérale de 1871 a été officiellement déclarée comme une modification frauduleuse. Le titre de propriété de l'éperon cassé a été confirmé, propre et incontesté pour la première fois en 3 ans. Harlan Bates a quitté le comté et n'est pas revenu. Richard Aldridge, confronté à la révélation de la tromperie de sa famille vieille de 50 ans, a vendu sa propriété et est parti vers l'Est. Et Pascoe est resté comme nouveau contremaître de l'éperon cassé. Fletcher est parti de son propre chef 2 semaines après sa conversation avec Jake. Il a serré la main de Jake à la porte, a hoché la tête à Samantha et est parti vers l'ouest, et aucun d'eux n'a plus jamais entendu parler de lui. Cord est resté et s'est avéré, sans l'influence de quelqu'un qui l'utilisait, être un employé décent et loyal. La salle des comptes, une fois que Samantha en a eu fini, était un modèle d'ordre. Le contrat d'alimentation qu'elle a renégocié a permis au ranch d'économiser 32% au premier trimestre. Jake lui a dit, en voyant les chiffres, qu'elle était de la meilleure décision commerciale qu'il ait jamais prise. Elle lui a dit que c'était une chose extrêmement peu romantique à dire. Il a dit qu'il y travaillait. Il y travaillait. Le soir du premier anniversaire du jour où elle avait franchi la porte de l'éperon cassé, Jake l'a trouvée assise sur le porche dans la dernière lueur du jour. Et il s'est assis à côté d'elle, et il a sorti de sa poche une petite bague en argent simple, pas élaborée, le genre de bague qu'un homme choisit parce qu'elle ressemble à la femme qu'il connaît et non à la femme qu'il imagine.
Et il l'a tendu sans discours, sans cérémonie, car il n'était pas un homme fait pour les discours. L'année dernière, je vous ai demandé de m'épouser pour sauver la terre, a-t-il dit. Cette année, je vous le demande parce que je ne peux pas imaginer un seul jour du reste de ma vie sans vous. Ce sont des raisons différentes. Je voulais que vous connaissiez la différence. Samantha a regardé la bague. Elle a regardé l'homme. Elle a pensé à toutes les distances qu'elle avait parcourues pour arriver à ce porche, à cette lumière, à ce moment. Elle a pris la bague. Elle l'a mise à son propre doigt. Elle était ce genre de femme. Elle l'avait toujours été. Et elle l'a regardé et elle a dit, « Vous devriez savoir. Je savais, alors que j'étais à mi-chemin de votre cours le premier jour, que vous alliez compter pour moi. Je ne savais juste pas à quel point. » Il l'a regardé. « Qu'est-ce qui vous l'a fait comprendre à mi-chemin de la cour? Vous me connaissiez à peine. Vous avez laissé la porte déverrouillée, a-t-elle dit. Un homme qui laisse sa porte déverrouillée est soit insensé, soit confiant. Et vous n'êtes clairement pas insensé. » Il a ri, un rire complet cette fois. Rien de retenu, le rire d'un homme qui a cessé de se préparer au coup et a commencé à vivre pleinement. Le soleil s'est couché sur le pâturage nord et a peint tout ce qu'il touchait d'or, et l'éperon cassé s'est installé dans la soirée comme il s'était installé dans chaque soirée précédente, solide, calme, durable. Sauf que maintenant, il y avait 2 personnes sur le porche au lieu d'aucune, et le rocking chair qui avait bougé dans le vent le jour de l'arrivée de Samantha était enfin, pour la première fois, occupé. Certaines choses se brisent avant de pouvoir être réparées. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque vous cessez d'avoir peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Et certains mariages, nés du désespoir et scellés par une signature, se révèlent être les promesses les plus honnêtes que 2 personnes aient jamais faites, parce qu'elles ont été faites par des gens qui avaient déjà tout perdu et savaient mieux que la plupart la valeur exacte d'une promesse. L'éperon cassé n'a jamais été cassé.